Voici la Terre, un monde que nous pensons connaître dans ses moindres recoins, sous la lumière de nos écrans et la surveillance constante des satellites. Mais la technologie peut tromper. Sur cette planète interconnectée, il existe encore des zones aveugles, des territoires que le monde moderne n'atteint pas, des lieux où le climat, la géographie ou l'isolement ne laissent aucune place à l'erreur, parfois en quelques heures seulement. Pourquoi quelqu'un choisirait-il un isolement aussi extrême au XXIe siècle? Et qu'est-ce qui pousse des communautés entières, non pas à se perdre, mais à décider de ne pas être trouvées? Bienvenue sur Tribu du Monde, où les histoires ne se racontent pas, elles se découvrent. Aujourd'hui, nous voyageons à travers certains des territoires les plus mortels de la planète pour rencontrer 6 communautés qui ont poussé l'isolement à son paroxysme. Déserts sans eau, jungles qui dévorent l'intrus, montagnes désorientantes et côtes où une flèche est le seul avertissement. Ils ne survivent pas par hasard. Ils savent lire des territoires dans lesquels nous ne pourrions pas survivre. Si ce type d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour nous accompagner dans les prochains voyages. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage ne parle pas seulement de lieux extrêmes. Il révèle une forme de connaissance que le monde moderne a oubliée et qui fait la différence entre survivre et disparaître. Êtes-vous prêt à franchir les frontières invisibles de notre espèce? Commençons. 1. Australie. L'enfer rouge des Pintupi Nine. Le désert de Gibson ne pardonne pas. Un vide immense où la terre semble saigner sous un soleil sans pitié. Ici, l'horizon n'est pas une promesse, mais un avertissement, un paysage de roches calcinées et de dunes de sable rouge qui s'étendent comme les vagues d'un océan pétrifié. Dans cet environnement, où la chaleur est une présence physique qui déforme l'air, la survie n'est pas une probabilité statistique, mais une question de lecture et de résistance. Dans ce lieu extrême, une famille a marché pendant des décennies sans être vue. Les Pintupi Nine fuyaient ce qu'ils ne comprenaient pas, des avions traversant le ciel de l'Outback, interprétés comme des présences étrangères, signes d'un monde qu'ils ne souhaitaient pas habiter. Pendant plus de 30 ans, tandis que le monde extérieur traversait la guerre froide et célébrait l'arrivée de l'humanité sur la Lune, une famille de 9 personnes a vécu dans ce désert en isolement total. Pour eux, le temps ne se mesurait pas en années, mais à la distance entre un point d'eau et le suivant. Leur carte n'était pas en papier, mais un réseau mental de repères invisibles, capable de localiser de petites réserves d'humidité dissimulées sous une croûte de sel à des dizaines de kilomètres. Le groupe était composé de 2 sœurs et de leurs enfants. Le père était décédé des années auparavant. Pendant que le monde avançait, eux se dissimulaient. La vie dans le désert ne tolère ni erreur ni improvisation. L'origine de leur isolement remonte aux années 1950, lorsque l'armée britannique a commencé à mener des essais militaires dans le désert de l'Ouest australien. Afin d'éviter les accidents, les autorités ont tenté de regrouper les communautés nomades de la région. La majorité des Pintupi ont été déplacés vers des établissements proches. Cette famille, cependant, a évité tout contact et a continué à se déplacer sur le territoire. Lorsque les puits s'asséchaient et que l'hydratation devenait critique, ils ne renonçaient pas. Ils chassaient des lézards et en buvaient le sang afin d'extraire chaque goutte de fluide vital, transformant la mort de l'un en la vie des autres. Chaque décision visait à préserver l'énergie, à interpréter la texture du sable, à évaluer la résistance des arbustes desséchés et à calculer chaque pas sous le soleil implacable. Pour eux, le territoire n'était pas hostile. Il était honnête envers ceux qui savaient le lire. Et ce savoir, forgé sous un soleil qui calcine les eaux, est ce qui sépare le visiteur de l'habitant. Car dans le Gibson, ce n'est pas le plus faible qui meurt celui qui ne sait pas le lire. Parmi eux,
une figure allait finir par marquer le point de contact avec le monde extérieur. Warlimpirnga, l'un des hommes du groupe, chassait un kangourou lorsqu'il perçut une odeur inconnue et aperçut de la fumée au loin. En s'approchant, il découvrit un campement humain. C'était le premier contact avec des personnes extérieures à sa famille. La rencontre fut tendue. Les campeurs s'enfuirent, effrayés, en tirant des coups de feu en l'air. Quelques jours plus tard, une recherche organisée permit de localiser la famille et de la réunir avec d'autres parents Pintupi dont elle était séparée depuis des décennies. Warlimpirnga Japaljari incarne le choc entre deux époques. En voyant pour la première fois un homme à la peau blanche, qui s'avéra être un parent éloigné se déplaçant en véhicule, il crut faire face à une présence surnaturelle, décrivant sa couleur comme celle des nuages à l'aube. En tant que protecteur de sa famille, son premier instinct fut défensif. Dans les moments de plus grande tension, il en vint à brandir sa lance avant de reconnaître que ces étrangers parlaient en sa langue et partageaient la même origine. Le contact ne marqua pas la fin du danger. Bien que la famille ait fini par s'intégrer à la vie moderne, elle dut affronter de nouveaux défis: maladie, alcoolisme et obésité. L'un des frères, Panti, choisit de retourner seul dans le désert, incapable de s'adapter à un monde dont il n'avait jamais eu besoin. L'histoire des Pintupi Nine laisse une vérité dérangeante. Ils n'ont pas survécu par hasard. Ils ont survécu parce qu'ils ne faisaient qu'un avec le désert. Ils ne voyaient pas un territoire mortel, mais un foyer qui exigeait tout et qui, en retour, leur offrait une liberté absolue. Et ce n'est pas le seul endroit où l'isolement est devenu une stratégie de survie. Ce qui suit nous conduit vers une frontière encore plus tendue, où le silence ne protège pas. Il avertit. Deux, Pérou, la frontière de flèche des Mashco-Piro. La jungle ne s'ouvre pas. Elle se referme. L'Alto Madre de Dios n'est pas un paysage. C'est une barrière vivante. La végétation empêche de voir à distance. Le sol trompe. Les rivières changent de cours en quelques minutes. Ici, l'erreur n'arrive pas dans le fracas. Elle arrive dans le silence. Les Mashco-Piro vivent au cœur de ce silence. Ils ne construisent pas de village permanent. Ils se déplacent, comme des ombres, détectant le bruit d'un moteur hors bord des kilomètres avant que l'embarcation ne devienne visible. Contrairement à d'autres groupes, les Mashco-Piro ont fait du refus de contact une forme active de défense territoriale. Ils ont décidé que le contact est synonyme de mort et leur réponse est une pluie de flèches de bambou de près de 2 mètres de long, capable de transpercer la poitrine d'un homme avec la précision d'un tireur d'élite. Leurs coutumes s'articulent autour de la chasse, de la cueillette et de déplacements saisonniers afin d'éviter d'épuiser les ressources. Ils portent peu de vêtements, utilisent des peintures corporelles, parlent une variante du yin et maintiennent un rejet marqué du contact extérieur, bien qu'ils échangent parfois des biens, comme des bananes, contre des outils. Pendant des générations, leur stratégie a été simple: ne pas être vus. Se déplacer entre les arbres comme des ombres, n'apparaître que lorsque c'est nécessaire, disparaître avant de laisser une trace. Dans une jungle qui dévore les empreintes, l'invisibilité est une forme d'intelligence. Mais quelque chose a commencé à rompre cet équilibre. Pendant des années, ils ont évité le contact dans le silence. Mais ces derniers temps, ils ont répondu par des flèches à ceux qui naviguent sur le fleuve Alto Madre de Dios. Ils sentent que leur terre est envahie. Ils sont même allés jusqu'à encercler des villages, arcs à la main, provoquant des évacuations d'urgence. Ce qui n'était autrefois qu'une curiosité lointaine s'est transformé en une agressivité tactique. La pression de l'exploitation forestière illégale et du narcotrafic a poussé la tribu vers les rives des fleuves, où le conflit avec les étrangers est devenu inévitable.
les voies fluviales se sont remplies de pirogues étrangères. Les sons métalliques sont arrivés avant les mots. La jungle a commencé à se vider de ses ressources. Et lorsque l'environnement cesse de soutenir, la jungle cesse de protéger. Les flèches n'étaient pas un acte de guerre. Elles étaient un message. Chaque tir répétait le même avertissement. N'avancez pas. Mais le monde moderne ne sait pas lire les avertissements qui ne sont pas écrits. Touristes curieux, bûcherons opportunistes, explorateurs improvisés, tous ont interprété le silence comme une autorisation, jusqu'à ce que le silence réponde. Le cas de Chaco Flores est le rappel le plus brutal que, dans cette jungle, la confiance est un luxe mortel. Chaco était un guide local qui, pendant 20 ans, a entretenu une relation d'échange avec un groupe de la tribu. Il leur apportait des bananes, des machettes et des marmites. Il croyait qu'un pont d'amitié existait. Mais l'événement le plus marquant survint lorsque Chaco refusa de leur fournir davantage de provisions. Sans aucun avertissement, Chaco reçut une flèche en plein cœur. Il n'y eut ni discussion, ni avertissement préalable. Ce fut un message silencieux adressé au monde extérieur. Ne dépassez pas ce point. L'excès de confiance est-il une faiblesse? Si c'est le cas, les Mashco-Piro n'en ont pas. Ils ne chassent pas la nourriture, mais l'isolement. Ils ont compris que, pour que leur culture puisse respirer, la nôtre doit garder ses distances. Dans la jungle, le territoire ne se défend pas avec des mots. Il se défend par des conséquences. Ici, l'agressivité ne naît pas de la sauvagerie, mais de la pression. Lorsque les rivières ne nourrissent plus, lorsque les animaux s'éloignent, lorsque les chemins se remplissent d'étrangers, la jungle se transforme en entonnoir. Et au bout de l'entonnoir, il ne reste qu'une option, expulser ou disparaître. Les Mashco-Piro ne chassent pas les touristes. Ils défendent un équilibre qui se brise de l'extérieur. L'Alto Madre de Dios n'est pas mortel parce qu'il est violent. Il est mortel parce qu'il ne tolère pas les malentendus. Chaque pas étranger modifie le flux. Chaque présence mal interprétée est une menace. Et une vérité dérangeante s'impose ici. Un territoire devient létal lorsque ceux qui le traversent ne comprennent pas qu'il est déjà habité. Car sur cette frontière verte, ce n'est pas le plus audacieux qui meurt. C'est celui qui confond curiosité et droit. Et lorsque la pression extérieure ne laisse aucune marge, même le mouvement devient la seule forme de survie. 3. Brésil. Les Awas et la forêt qui brûle. Dans l'est de l'Amazonie brésilienne, la survie a pris une forme désespérée. Pour les Awas, connus comme l'un des peuples indigènes les plus menacés au monde, le territoire n'est plus un refuge. C'est un piège qui se resserre chaque jour. Ici, le danger n'a ni croc ni venin. Il a le bruit des tronçonneuses et l'odeur de la fumée qui dévore l'oxygène. Pour eux, la forêt n'est pas seulement un abri. C'est tout ce qui existe. Chaque sentier, chaque arbre, chaque son nocturne fait partie d'un réseau qui leur permet de chasser, de fuir et d'exister. La forêt les nourrit, les dissimule et leur apprend quand se déplacer. Pendant des siècles, cela a suffi. Les Awas sont des chasseurs-cueilleurs nomades. Leur lien avec la forêt est si profond que les femmes allaitent souvent des petits singes orphelins comme s'ils étaient leurs propres enfants. Pour eux, il n'existe aucune distinction entre la famille et l'écosystème. Mais cet écosystème est en train d'être détruit. Ils ne consomment des animaux qu'à certaines périodes de l'année afin d'assurer leur survie et en évitent totalement certains, comme la chauve-souris, dont on dit qu'elle provoque des maux de tête. Certains animaux, en particulier les singes, ne sont pas considérés comme de la nourriture. Ce sont des anima, des membres de la famille que l'on élève et que l'on protège. Ils maintiennent des rituels, une forte tradition orale et des croyances spirituelles qui, dans certains cas, se sont mêlées à des éléments extérieurs. Tout cela perdure sous la menace constante de la déforestation qui pousse le groupe au bord de la disparition.
des bûcherons illégaux et des éleveurs mettent le feu à la forêt pour nettoyer les terres. Les Awa, dissimulés dans l'épaisseur de la végétation, sont contraints de fuir les flammes, se retrouvant exposés en terrain ouvert où ils deviennent des cibles faciles. On estime qu'il ne reste qu'environ 60 Awa vivant en isolement total. Ce sont des ombres qui courent pour leur vie dans un territoire qui se réduit à la vitesse de plusieurs terrains de football par minute. La violence est ici brute, sans filtre. Les rapports de ceux qui tentent de protéger les Awa isolés décrivent des attaques extrêmes contre des campements utilisés comme des messages de terreur. Ce n'est pas une guerre pour le territoire, c'est une tentative d'effacement systématique. À quel point un territoire peut-il devenir mortel lorsqu'il cesse d'être lu, même par ceux qui l'exploitent? Survivre en tant qu'Awa signifie apprendre à écouter non seulement le chant des oiseaux pour chasser, mais aussi le rugissement des moteurs pour se cacher. C'est une existence en état d'alerte permanente, où le territoire mortel n'est pas la forêt, mais la frontière où la forêt s'arrête et où commence notre civilisation. Les Awa ne luttent pas contre la nature. Ils luttent contre la fin de leur monde, dans une course contre le temps où chaque arbre abattu représente un centimètre de liberté en moins. La lutte est si intense que l'un des membres des Awa a accompli un acte qui a tout bouleversé. C'est l'histoire de Piraï, un Awa qui, pour défendre son peuple menacé par les bûcherons, a décidé de monter pour la première fois dans un hélicoptère afin d'observer depuis les airs la destruction de son territoire. Chaque mort n'est pas une perte individuelle, c'est une bibliothèque qui brûle. Paradoxalement, la forêt n'est plus l'ennemi le plus meurtrier. L'ennemi est celui qui n'a pas besoin de la comprendre pour la détruire. Les Awa ne disparaissent pas parce qu'ils ne savent pas survivre. Ils disparaissent parce que quelqu'un a décidé que leur monde valait moins que le bois qui le soutient. Dans cette forêt en flammes, ce n'est pas le plus faible qui meurt. C'est celui qui n'a plus d'endroit où fuir. Nous continuons d'avancer. Ce que nous observons exige d'être compris. Et bien que la situation des Awa soit extrême, la communauté suivante affronte un défi différent sur un territoire qui demeure l'un des plus meurtriers de la planète. Ce qui vient ensuite montre jusqu'où la survie humaine peut aller. 4. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Yaïfos et le labyrinthe de nuages. Il existe des lieux où la géographie n'est pas seulement difficile, mais semble conçue pour repousser l'être humain. Dans la province d'East Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les montagnes ne se gravissent pas, elles se franchissent entre racines et boue. C'est le territoire des Yaïfos, une tribu qui vit dans ce que les explorateurs appellent le labyrinthe de nuages. Ici, la visibilité est un luxe. Un brouillard perpétuel enveloppe tout, transformant la forêt en un monde d'ombre où il est impossible de s'orienter sans un instinct perfectionné pendant des siècles. Pour les Yaïfos, l'isolement n'est pas un choix politique, c'est la conséquence de vivre dans un environnement aussi redoutable. Cette tribu subsiste principalement de la forêt, consommant du sagou de palmier, des tubercules crus comme l'igname, des fruits, des vers, des larves, des porcs, des oiseaux et du poisson. Le plus frappant, ce sont les rapports évoquant des pratiques historiques de cannibalisme rituel. Et il est difficile d'en avoir la certitude tant ils sont hermétiques. Les montagnes d'East Sepik ne se dressent pas, elles s'interposent. Des parois verticales couvertes de forêts de nuages où l'orientation ne dure que le temps d'un pas mal assuré. Pas d'horizon, pas de ligne droite, tout n'est que pente, humidité et brume. Il n'y a pas de sentier. Les Yaïfos se déplacent sur des crêtes aiguisées comme des couteaux et dans des gorges où un faux pas signifie une chute de centaines de mètres vers une canopée que personne n'a jamais foulée.
les jeunes de la tribu sont initiés à l'âge adulte par des rituels douloureux dans la Haus Tambaran, où leurs corps sont scarifiés pour imiter les écailles du crocodile, symbolisant leur renaissance et leur lien aux esprits ancestraux. Une pratique qui constitue un rite de passage vers la maturité. Ces adultes ont fait de Louis leur sang principal. Les Yaïfo sont capables de détecter la présence d'un étranger par une modification subtile du comportement des oiseaux ou par le craquement d'une branche à des centaines de mètres. Ils comprennent ce labyrinthe parce qu'ils y naissent. Leurs itinéraires ne sont pas tracés sur des cartes, mais dans le corps, dans la mémoire des jambes, dans l'endurance pulmonaire, dans la connaissance exacte du moment où il faut s'arrêter. Pour un étranger, cet endroit est une désorientation permanente. La boussole perd tout sens sous la densité du relief. Le GPS échoue. Les sentiers apparaissent et disparaissent avec la pluie. Avancer ne garantit pas d'arriver. Reculer ne garantit pas de revenir. Quelle valeur a l'orientation pour quelqu'un sans nord? L'explorateur Benedict Allen a vécu dans sa chair ce que signifie entrer dans ce domaine. Après des semaines de lutte contre la malaria et le terrain, il s'est retrouvé face au Yaïfo. Patin passé, d'accueil, mais une danse de guerre qui semblait suspendre le temps. Des guerriers armés de longs arcs, le visage peint, surgissant de la brume comme des apparitions. Le message était clair. Leur survie dépend du fait que le labyrinthe demeure un secret. L'hostilité du terrain est leur meilleur allié. Les Yaïfo n'avaient pas besoin d'attaquer. Le territoire le faisait déjà à leur place. Chaque minute de plus dans cet environnement jouait contre l'intrus. Fatigue, confusion, erreurs cumulées. Le temps ne pardonne pas. Le risque est si élevé et le territoire si létal que le gouvernement a déclaré l'accès à la zone illégale. Ce n'est pas seulement pour protéger la pureté culturelle des Yaïfo, mais pour éviter que des sauveteurs aient à risquer leur vie dans un lieu où la forêt engloutit les hommes sans laisser de traces. Les Yaïfo sont les gardiens d'un monde où le ciel et la terre se confondent, et où le plus grand danger est, tout simplement, de perdre le chemin. Car dans le labyrinthe de nuages, ce n'est pas l'imprudent qui meurt. C'est celui qui croit qu'il y a toujours un chemin de retour. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le dernier survivant. Reste attentif. 5. Les Yaï, Californie, Ishi, le dernier de son peuple. Au début du XXe siècle, tandis que les États-Unis s'affirmaient comme une puissance industrielle et que les villes de Californie grandissaient sous l'éclat de l'électricité, un fantôme du passé marchait dans l'ombre des collines des Cascades. Il s'appelait Ishi, le dernier membre connu du peuple Yahi. Les Yahi s'organisaient en petites bandes dédiées à la chasse et à la pêche, regroupées en plusieurs ensembles régionaux parlant des dialectes apparentés. Le terme « Ya » signifie « personne », avec des variations linguistiques selon la région. Ils furent décimés par les colons américains à partir de la ruée vers l'or de 1848, après la découverte de James W. Marshall. Les ressources alimentaires chutèrent brutalement et, en 1865, moins de 50 Yahis survivaient. Le massacre de Three Knolls, 1865, ne laissa qu'une poignée de survivants qui se replièrent dans les montagnes et restèrent cachés pendant des décennies. L'histoire d'Ishi est la chronique d'une résistance silencieuse. Pendant des années, son petit groupe vécut dissimulé sur un territoire que l'homme moderne croyait conquis. Ils se réfugiaient dans des canyons escarpés, se déplaçaient sans laisser de traces et évitaient que la fumée de leur feu ne trahisse leur présence. Invisibles sur leur propre terre, ils observaient de loin le chemin de fer et le soi-disant progrès dévorer leurs anciens domaines. Ishi et les siens apprirent à habiter les espaces que le colonisateur méprisait, des pentes abruptes et des broussailles inaccessibles où le bétail ne pouvait pas parvenir.
leur survie dépendait d'une connaissance profonde de la botanique et de l'archerie. Ishi ne chassait pas seulement pour se nourrir. Il fabriquait des outils d'une grande précision en n'utilisant que les ressources de l'environnement, même lorsque son monde s'était réduit à quelques kilomètres de liberté. Mais l'isolement eut un prix. En 1911, après des années de solitude absolue à la suite de la mort de sa mère et de sa sœur, Ishi apparut près d'Auroville. Il ne cherchait ni confrontation ni intégration. Il était épuisé, affamé, et comme cela a été documenté, il n'avait plus personne avec qui communiquer. Ce qui suivit fut un paradoxe cruel. L'homme qui avait vécu libre dans la nature passa ses dernières années dans un musée d'anthropologie à San Francisco, réduit à un objet d'étude. Là, il montra comment allumer un feu ou tailler des pointes de flèche en obsidienne. Ishi n'était pas un sauvage. C'était un expert de l'adaptation qui montra qu'un territoire peut devenir mortel, non pas par sa géographie, mais par l'isolement forcé de celui qui est le dernier de son monde. Et lorsqu'il ne reste plus personne, l'isolement cesse d'être une fuite et devient une frontière définitive. « 6. Inde. North Sentinel, le dernier bastion. Dans l'archipel des Andaman, dans le golfe du Bengale, il existe une île qui défie toute logique du XXIe siècle. Elle s'appelle North Sentinel. Vue du ciel, elle ressemble à un paradis tropical, mais pour le monde extérieur, c'est l'endroit le plus hostile de la planète. Ici, la géographie a dressé ses propres murs, une barrière de récifs coralliens tranchants, comme des lames qui protègent l'île de toute embarcation à fort tirant d'eau. Ce sont des murs. Ils brisent les bateaux, freinent les moteurs, obligent à approcher à pied. Et quiconque pose le pied sur cette plage sans autorisation entre dans un territoire où l'erreur n'a aucun droit d'exister. Mais une fois les récifs franchissent, le danger réel commence sur le rivage. Les sentinelles sont peut-être le groupe humain le plus isolé qui existe. Ils ont rejeté tout contact pendant des siècles, défendant leurs côtes avec une férocité qui ne connaît ni diplomatie, ni curiosité scientifique. Des pêcheurs emportés par les tempêtes sont morts sans que leur corps ne soit jamais récupéré. Non pas parce que c'était impossible, mais parce que cela ne devait pas l'être. Pour les sentinelles, franchir la ligne de marée est une déclaration de guerre. 2 pêcheurs l'ont appris de la pire des manières en 2006. Après avoir dérivé et s'être endormis, ils ont trouvé la mort sur le sable de Sentinelle. Il n'y eut ni vol ni acharnement inutile. Ce fut un acte de protection territoriale absolue. En 2018, un jeune missionnaire a tenté de briser cet isolement armé seulement d'une Bible et d'un canoë. Son destin fut le même. L'île n'est pas dangereuse à cause de son climat ou de ses animaux. Elle est dangereuse parce que ses habitants ont décidé que la seule façon de survivre à notre modernité était de ne pas nous laisser entrer. John Allen Chau croyait que le contact était une mission, que le message justifiait le risque. Il est entré plusieurs fois. Il a ignoré les avertissements. Il a ignoré l'histoire. Il a ignoré l'environnement humain. La flèche n'a pas été une surprise. Elle a été une conséquence. North Sentinel est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux de la planète, mais pas à cause des maladies, du climat ou de la faune. Elle est dangereuse parce que ses habitants ne souhaitent pas être sauvés. Pourquoi une hostilité aussi extrême ? La réponse réside dans leur mémoire historique. Ils savent que le contact avec l'extérieur apporte des maladies contre lesquelles ils n'ont aucune défense et une culture qui dévore la leur. En tirant des flèches sur les hélicoptères qui tentent de les recenser ou de leur apporter de l'aide après un tsunami, les sentinelles envoient l'un des messages les plus clairs jamais formulés : nous n'avons pas besoin de vous. Le gouvernement indien l'a compris.
personne ne peut s'approcher, non pour punir, mais pour préserver. Chaque tentative de contact apporte des bactéries, des virus et des effondrements démographiques inévitables. North Sentinel est le dernier bastion de la souveraineté humaine primitive. Un lieu où l'arc et la flèche restent plus puissants que toute notre technologie, simplement parce que le territoire et son peuple se sont fondus en un seul organisme défensif. C'est la dernière frontière que l'homme moderne, par respect ou par peur, a décidé de laisser en paix. 6 territoires, 6 façons différentes de disparaître et de survivre. Boire du sang dans l'immensité du désert rouge, interpréter le silence d'une jungle en feu ou défendre une plage au prix même de la vie. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que ces communautés ne survivent ni par hasard, ni par une résistance aveugle. Leur existence n'est pas une coïncidence. Elle est le résultat d'une intelligence spécialisée, une connexion à l'environnement que nous, depuis nos villes, peinons à comprendre. Alors que nous confions notre sécurité aux écrans et aux algorithmes, eux la confient au changement du vent, à la couleur d'une feuille ou à la trace presque invisible d'une proie sur la roche. Certains ont appris à lire le désert, d'autres ont défendu la jungle, fui le feu, fait de la désorientation une frontière ou refermé la dernière limite. Et cela nous laisse une réflexion inévitable. Si demain le monde moderne s'effondrait, si nos infrastructures cédaient et que les écrans s'éteignaient pour toujours, lequel d'entre nous saurait trouver de l'eau dans le sable ou lire le langage de la forêt quand il ne resterait plus rien? Nous voulons connaître votre réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez en commentaire le mot-clé de cet épisode: frontière. Ainsi, nous saurons que vous avez parcouru ce voyage jusqu'au bout avec nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce documentaire. Si vous voulez continuer à explorer des territoires où l'être humain ne domine pas la nature, mais apprend à vivre avec elle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parce que la vraie force n'est pas de conquérir le monde, mais de comprendre où se trouvent ses limites.